On aura l'occasion d'en reparler dans un instant dans la deuxième partie, mais je tiens à vous préciser dès à présent, à vous donner quelques notions pour ceux d'entre vous qui débutent avec cette question des reverbs. Je tiens à vous montrer 2-3 petites choses simples dans un premier temps, et dans la partie 2 de ce tuto, on se concentrera vraiment sur les techniques plus complexes. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous souhaitez réverbérer un son, par exemple ici j'ai une flûte, on va se concentrer là-dessus pour l'instant. Donc comme vous pouvez l'entendre, le son est tout à fait sec et non réverbéré. Si je souhaite réverbérer cette flûte, 2 solutions, enfin en réalité 3 solutions s'offrent à moi. Soit je vais insérer ma reverb directement sur la piste flûte ici, donc vous voyez je vais dans ma table de mixage et je décide que j'insère une reverb directement sur cette piste, donc justement je vais prendre la VSL, convolution reverb ici, voilà. Donc dans ce cas-là, j'ai mis ma reverb sur ma piste, et à partir du moment où je vais charger une reverb là-dedans, donc je vais vous montrer, par exemple ici, preset d'usine, donc on a un certain nombre de presets, par exemple. À partir du moment où je vais charger un preset, mon son va être réverbéré avec ce preset. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est les paramètres dry et wet. Dans tous les plugins de réverbération, vous allez trouver ces 2 paramètres, dry et wet. Donc dry, c'est le son sec, non réverbéré. Okay, et wet, c'est le son totalement réverbéré sans le son sec. Donc vous avez toujours la possibilité dans tous les plugins de reverb de doser ces 2 éléments. Donc dans le cas où vous mettez votre reverb sur la piste elle-même, si je coupe le son dry, c'est-à-dire le son sec, je vais entendre que la réverbération. Et si je coupe la réverbération, je me retrouve comme si je n'avais pas mis de reverb sur ma piste. Et en mélangeant les deux, évidemment, avec ces 2 sliders ici, je fais mon dosage de reverb. Ok, je vais peut-être charger un algorithme plus long, comme ici une cathédrale. Donc là, je n'ai que le son réverbéré. Ok, donc dans les reverbs, si vous voulez sampler comme ça, c'est-à-dire les reverbs à convolution, vous n'avez pas 12 milliards de paramètres. Ce sont des reverbs dans lesquels, contrairement aux reverbs qu'on va voir tout à l'heure, comme la Sony ou comme la VSS3, où là vous paramétrez, et je vais vous expliquer un peu tous ces paramètres tout à l'heure, dans les reverbs à convolution, en général, c'est assez simple. Vous pouvez juste régler la longueur de la reverb, c'est-à-dire ça équivaut à time stretcher la reverb, si vous voulez, la raccourcir. Parfois vous pouvez l'allonger, mais pour ça il faut souvent la resampler si vous voulez l'allonger avec le paramètre resample. Vous pouvez couper le point de start, c'est-à-dire si vous voulez vous débarrasser de l'impact du début de la reverb, vous pouvez la faire démarrer plus tard. Okay, donc ça, vous voyez, ça coupe le point de début de la reverb, le début de votre impulse. Donc ça peut vous permettre un peu de sculpter, d'éliminer par exemple ce qu'on appelle les early reflections. Je vais vous expliquer ce que c'est tout à l'heure. Et vous avez le paramètre prédelay qui fait commencer votre reverb plus tard. Donc ça, je profite du fait qu'on est dans une reverb à convolution pour démarrer, parce que c'est beaucoup plus simple que les autres reverbs. Qu'est-ce que le prédelay? C'est un paramètre que vous allez trouver partout dans toutes les reverbs. Ça décale le moment où la reverb commence, c'est-à-dire ça va laisser le son sec un petit peu au début. Donc c'est très utilisé notamment sur les voix par exemple, ou parfois sur les drums, où on applique un petit peu de prédelay pour que le son sec ait le temps de s'exprimer. Et la reverb suit quelques millisecondes plus tard, d'accord? Mais ça vous laisse le temps de percevoir d'abord le son sec. Donc plus vous mettez de prédelay évidemment, plus vous allez avoir de son sec tout seul avant que la reverb démarre. Vous voyez, démonstration. Et plus vous mettez un prédelay important, plus ça va vous faire comme un écho. C'est-à-dire la reverb se comporte comme un délai. Voilà, bon, d'où le nom prédelay. Ok ?
Bien, donc en général, il est de bon ton, enfin les ingénieurs du son sérieux procèdent comme ça, de chercher, de caler le paramètre de prédélai sur une valeur musicale par rapport au tempo de votre chanson, d'accord? Donc en général, on le cale pas n'importe où, on peut le caler à l'oreille comme ça et voir où est-ce que ça sonne le mieux, mais souvent on peut avoir recours à une grille de tempo et on cale ça sur une double croche ou une triple croche, histoire que ce prédélai s'intègre harmonieusement. Même si c'est peu de choses et peu de gens vont percevoir ça, mais dans l'ensemble ça aura un impact si vous calez votre prédélai sur une valeur correspondant au tempo de la chanson et pas n'importe où, d'accord? Décorrélation, c'est un truc typique à la Reverb VSL ici, ça influe sur la qualité de l'échantillon, si vous voulez. On va pas en parler, on va pas rentrer dans les détails là-dessus. Alors dans cette reverb, vous pouvez charger, comme je vous le disais, par les presets ici, vous chargez les presets d'usine. Mais si vous utilisez le menu ici, vous pouvez aller charger. Si je vais dans ma banque Impulse, vous voyez que je peux aller dans Matériel par exemple. Et je peux décider de charger, vous voyez Studer ici, A80, c'est un magnéto à bande. Donc une bande demi-pouce qui tourne sur un magnéto Studer. Je vais charger ça. Vous voyez que j'ai mon impulse. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas une reverb. Mais ça va simuler le fait que ma flûte aurait été enregistrée sur un magnéto à bande. Donc je ne sais pas si vous voyez bien l'intérêt. Vous pourriez tout à fait envisager de mettre une reverb à convolution sur votre master et de mettre ce preset magnéto à bande, par exemple, pour simuler le son d'une bande sur tout votre mix, d'accord? Ou sur certains groupes, sur certains sous-groupes. Donc c'est tout à fait intéressant. Et dans ce cas-là, pourquoi je voulais insister là-dessus? Parce que dans ce cas-là, vous allez vouloir couper totalement le son dry et ne garder que le son wet. C'est-à-dire ce qui vous intéresse, c'est ne garder que l'impulse. Et vous ne voulez plus entendre, enfin, on pourrait mélanger hein, si on voulait, tout est permis. Mais en réalité, si vous voulez entendre le son qu'aurait votre flûte au travers du magnéto à bande Studer, vous ne voulez pas le mélanger au son direct, vous voulez vous débarrasser du son direct. Donc on ferait un réglage avec 100% wet ici. Alors vous voyez à quel point on a perdu l'habitude hein, de ces choses-là. Mais vous voyez à quel point le son change que lorsqu'on est dans le monde de l'analogique, puisque là vous avez une impulse parfaite de ce magnéto, et vous voyez comment notre flûte est altérée, modifiée. On a perdu cette habitude. Les magnétos à bande avaient tendance à bouffer les aigus, à les adoucir, à les limer pas mal. Et donc vous vous rendez compte à quel point la flûte, là, lorsqu'on la passe au travers de cet impulse, perd de son, comment dirais-je, de sa brillance. Mais pour ceux d'entre vous qui connaissent ce type de magnéto, vous retrouverez immédiatement le type de son. Donc comme je vous le disais, rien ne vous empêche de mélanger et de faire un mix des deux, jusqu'à arriver à un son qui vous convient. Ok, et on peut faire la même chose pour un tas de trucs. Donc si par exemple je prends une impulse, comme je vous le disais tout à l'heure, de micro, donc je vais aller dans micro, je vais prendre Neumann U87 à 15 cm. Voyons comment sonne notre flûte dans un Neumann U87 à 15 cm. Ok, donc il ne faut pas oublier ces choses-là. Il y a une très très grosse différence de son entre les matériels tels que les micros, tous ces matériels vintage, ou en tout cas tous ces matériels comme les bandes, les préamplis, etc. On est maintenant habitué au son digital froid des workstations, et on est habitué à une présence extrême de toutes les fréquences aiguës, surtout d'autant plus qu'on se met à travailler à des fréquences élevées comme 48 kHz,
ou au-dessus, 88, 96 kg, on a toutes ces fréquences élevées à laquelle nos oreilles s'habituent de plus en plus et ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque avec les matériels analogiques, ok, qui limaient, qui gommaient toutes ces fréquences. Donc il peut être bon d'exploiter, vous voyez, plutôt que de faire une EQ par exemple, si vous trouvez qu'un son est trop brillant dans un mix, plutôt que de faire une EQ, vous pouvez utiliser ces systèmes d'impulse pour rendre un son plus terne, rendre un son plus similaire à ce que vous auriez eu si vous l'aviez pris en analogique. Okay. Bien, je ne vais pas vous en dire plus sur ce système d'impulse, je pense que vous aurez compris. Alors je vais insérer une reverb normale sur cette piste de flûte. Alors je dois dire qu'en général, sauf pour des cas tels que ceux que je viens de vous expliquer, on insère très rarement les reverbs directement sur la piste que l'on souhaite traiter. D'accord ? Donc là, encore une fois, j'insère une reverb directement sur ma piste de flûte. Et je vous montre ici, par exemple, la reverb standard fournie avec Logic Audio. Donc qui n'est pas une reverb à convolution, celle-là qui est une reverb tout à fait ordinaire. Juste pour vous illustrer encore une fois que dans ce système où vous avez votre reverb sur la piste directement, il est très important de gérer avec les faders. Vous voyez qu'ici on retrouve nos faders dry et wet. Alors habituez-vous à tous ces mots en anglais parce qu'en général il est très rare que les plugins soient traduits en français de toute façon. Donc dry son sec et wet son réverbéré. Okay. Donc vous allez devoir, encore une fois, on va choisir un preset, tiens, on va faire Big Room ici. Vous allez devoir, encore une fois, gérer. Vous voyez qu'ici, on est à 50-50, c'est-à-dire vous avez moitié de son sec, moitié de son réverbéré. Et c'est avec ces deux faders, puisque c'est la seule opportunité d'action que vous ayez dans ce système-là, puisqu'on est inséré sur la piste. C'est avec ces deux faders, vous gérez votre balance entre le son réverbéré et le son sec. Donc ça, c'est une première chose. Alors je vais vous parler rapidement des autres paramètres standards que vous allez retrouver dans toutes les reverbs, et je vais profiter d'avoir ce plugin tout à fait ordinaire ici ouvert pour vous détailler un petit peu ces paramètres. La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'une reverb est constituée de deux choses. Ce qu'on appelle les Early Reflections, donc ici c'est souvent symbolisé ER, Early Reflections, et la reverb elle-même qui parfois s'appelle tail, c'est-à-dire ce qu'on appelle la queue de la reverb, la traînée si vous voulez. Okay, donc c'est deux choses tout à fait différentes. Donc dans un plugin de reverb, vous allez être amené à gérer ces deux aspects, et vous voyez qu'encore une fois, vous allez être amené à les mixer. C'est-à-dire vous allez devoir dire, votre son dry, c'est votre son dry, c'est votre son sec, mais votre son wet est constitué à la fois des early reflections, et à la fois de la queue de la reverb, de la résonance, la tail, et vous allez devoir mixer ces deux choses. Donc soit vous pouvez le laisser à 50-50, soit vous pouvez mettre en avant les early reflections, soit vous pouvez mettre en avant la traînée de la reverb. Bien. Donc en général, quand on sculpte une reverb, on commence toujours par s'intéresser aux early reflections. C'est vraiment ça qui est le plus important. Pourquoi? Parce que contrairement, tout le monde peut comprendre ce qu'est la traînée d'une reverb, n'est-ce pas? Je vous fais écouter ça. Voilà ce qu'est toute seule la traînée d'une reverb. Et alors tout ce qui concerne cette reverb, vous voyez ici dans ce plugin en particulier, il n'y a pas de règles dans les plugins de reverb, hein, ils sont organisés comme ils peuvent et comme chacun veut bien. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre les fondements. Tout ce qui concerne cette reverb se trouve en dessous du trait ici. Donc si je la fais durer plus longtemps, ce qui dure longtemps dans une reverb, ce ne sont pas les early reflections, c'est la tail, la traînée de la reverb. Okay, donc si je la fais durer plus longtemps, par exemple ici 3 secondes, 4 secondes, voilà, donc vous voyez que je peux faire durer, et ça équivaut, on peut arriver à des résultats très artificiels, hein, si on va très loin, en durée, ça équivaut à agrandir la pièce, si vous voulez. Une cathédrale, évidemment, va résonner beaucoup plus longtemps, va réverbérer beaucoup plus longtemps que votre salle de bain. Tout le monde peut comprendre ça. Donc ce qui dure, ce qui traîne dans une reverb, c'est cette partie-là. Les early reflections, c'est tout à fait autre chose. C'est ce qui va donner la coloration de votre reverb, c'est ce qui va donner l'information à votre cerveau
que votre pièce est de telle ou telle forme, par exemple qu'elle est carrée, qu'elle est arrondie, et surtout que les matériaux qui la composent sont soit réfléchissants, soit absorbants, etc. etc. Alors plus une reverb est évoluée, plus les early reflections vont être paramétrables, et ici par exemple ce n'est pas une reverb très évoluée, et on vous propose juste le pré-délai, donc ça je vous en ai déjà parlé tout à l'heure comme paramètre. La forme de la pièce, donc vous voyez vous avez le choix entre un certain nombre de formes de pièces qui sont d'ailleurs pas bien, comment dirais-je, logiques, comparées à des formes ordinaires on va dire de pièces. On vous propose de gérer un espace stéréo plus ou moins large, si vous voulez, donc ça sera important, je vous en parlerai dans la deuxième partie. Et on vous propose de dire donc la taille de cette pièce, si elle est plus ou moins grande, d'accord? Mais contrairement à la reverb, où je peux agrandir la pièce en agrandissant le temps de réverbération, ici dans les early reflections, ce n'est pas parce que je vais prendre une pièce de 200 mètres, qui est une énorme pièce, par exemple là on est dans une énorme pièce carrée, ce n'est pas parce que je vais faire ça que mon son va durer longtemps. C'est juste que la nature, la coloration de mon son va être différente. Je vous fais écouter ça. Vous voyez que le son ne dure pas longtemps, il ne réverbe pas longtemps, parce que je n'écoute que les early reflections. Alors il fait des sortes de delay, parce que les murs sont tellement grands, comme dans une salle de concert, si vous tapez une salle de concert vide, si vous tapez des mains, vous verrez que vous aurez un slapback, un delay qui vous revient, parce que le son met un certain temps pour aller frapper sur le mur qui est plus loin, et revenir à vos oreilles, d'accord? Donc je vais réduire la taille de la salle pendant qu'on écoute, pour que vous voyez un peu l'impact du paramètre de taille de pièce sur les early reflections. Je coupe mon micro. Ok, donc vous voyez qu'en ce qui concerne les early reflections, le fait de déterminer la taille d'une pièce ou quoi que ce soit ne va pas vous donner du tout de traînée, ça va juste changer le caractère du son. Et c'est très important, et il faut bien comprendre qu'on n'utilise pas seulement les reverbs pour faire ce fameux chut. C'est pas du tout ça d'ailleurs, le premier usage, le premier aspect utile d'une reverb. Le premier aspect utile d'une reverb, c'est de donner à un enregistrement qui a été fait près d'un micro, comme ceci, et qui est donc dénué de toute information pour notre cerveau, c'est dénué de toute information de spatialisation. Donc les reverbs sont des outils de spatialisation, au même titre que le tuto que je vous ai fait sur, je ne sais plus comment j'ai appelé ça, panoramique top secret, ou le son 3D top secret, d'accord? Donc à ce même titre, vous pouvez vous servir d'une reverb, la placer en mode early reflections, vous dégommez complètement, vous enlevez totalement la tail, la queue de la reverb, vous restez sur les early reflections et vous allez sculpter une acoustique. D'accord? C'est-à-dire, en gros, vous changez de lieu, vous changez de pièce, de type de pièce. Donc c'est le premier usage des reverbs. Alors, évidemment, sur une reverb comme celle-là, vous n'avez pas de quoi paramétrer énormément, hein. C'est une petite reverb gratuite fournie avec Logic. Mais si on se rend dans la Sonox, si on se rend dans la VSS3, si on se rend dans tout ce que vous voudrez, vous allez voir que vous avez beaucoup plus de possibilités. On va faire ça 2 secondes, je vous montre la VSS3.